Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Les invités d'aujourd'hui, c'est à ma gauche le responsable des programmes à l'école de la Bourse, Gérard Ampoureau. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Haby. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Alors Gérard, il va nous parler aujourd'hui de la surchauffe, du protectionnisme, des statistiques de la zone euro et aussi quelques bonnes élèves. Et on va regarder avec Laurent le Nasdaq 100, le CAC 40, Publicis Group, Technique FMC et Peugeot. Et on commence tout de suite avec notre première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Alors Gérard, racontez-nous qui veut protéger qui et pourquoi? Alors, curieuse semaine Falco, semaine de dupes, où à la fois on a eu pour la première fois Jérôme Powell, le nouveau patron de la Fédérale Réserve, qui a été entendu à 2 reprises par les représentants des électeurs américains, le Sénat d'un côté, les représentants de la Chambre des représentants de l'autre. Jérôme Powell était attendu au tournant, on espérait comprendre si cet homme était plutôt un faucon ou plutôt une colombe, et on ne sait pas très bien. On sait que pour le moment c'est quelqu'un de plutôt optimiste, qui s'appuyant sur les statistiques, on pense par exemple au dernier ISM manufacturier américain qui ressort à 60,8%, le plus haut niveau depuis 2004, nous annonce qu'il y a une forme de surchauffe dans l'économie américaine. Rien de nouveau sous le soleil, sinon que ça a un peu stressé les marchés qui se sont dit ils vont peut-être augmenter plus fortement, de manière plus fréquente, les taux d'intérêt. Et là encore, surchauffe, oui, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai qualifié la semaine de dupe, une sorte de tentative de chantage de la part du président Trump, qui a tweeté une fois de plus un certain nombre de messages renforçant l'idée que le protectionnisme était une bonne chose pour l'économie américaine. Il donne l'impression aujourd'hui peut-être de reculer un peu sur les annonces. En tous les cas, ça a déchaîné toute une série d'éléments souvent plutôt négatifs sur les marchés financiers. On s'est posé la question d'une nouvelle guerre finalement entre grandes zones, et d'ores et déjà, sans même attendre, l'Union européenne nous a expliqué que pour acheter des Harley Davidson, des jeans Lewis ou quelques boissons alcoolisées comme le Bourbon, eh bien si on montait effectivement les barrières protectionnistes protectionnisme aux États-Unis, on aurait des niveaux de prix et donc des prix qui seraient augmentés à travers des taxes sur des produits très emblématiques comme les 3 produits que je viens de citer. À suivre. À suivre. Bon, très bien, on va regarder tout de suite, merci Gérard, avec Laurent, le Nasdaq 100. Oui Falco, alors le Nasdaq, comme les indices américains, n'ont pas acheté cette nouvelle de guerre commerciale, puisque finalement l'annonce a été faite en fin de semaine dernière et les marchés repartent à la hausse. Donc on voit bien que les investisseurs doutent de la probabilité élevée de voir Donald Trump passer à l'acte et monter donc les barrières tarifaires en ce qui concerne donc l'aluminium et l'acier. En tout cas, c'est ce que les marchés nous montrent, c'est-à-dire que c'était une mauvaise nouvelle de plus, c'était l'occasion rêvée pour les vendeurs de prendre la main, ou plutôt de continuer de faire baisser le marché, puisque ça faisait 3 jours que nous avions des bougies de correction, et en fait il s'est passé exactement le contraire. Donc depuis vendredi, les marchés repartent à la hausse, et aux États-Unis, qui sont en surperformance par rapport à ce qui se passe en Europe, on choisit le Nasdaq 100. Alors pourquoi le Nasdaq? Eh bien parce que c'est le plus fort. Et on voit sur le chart qu'il est venu tester à 0,5% près le précédent sommet, que la correction a été ordonnée, limitée, contenue, puisqu'on est revenu, vous le voyez, sur cette moyenne mobile à 45 jours, si vous préférez à 50 jours. Le marché a enfoncé ce niveau en séance, mais n'a jamais clôturé en dessous. Autrement dit, on a clairement
de l'appétit acheteur pour les actifs risqués aux États-Unis. Et d'ailleurs, si on fait une toute petite parenthèse, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que ce sont les secteurs cycliques, à savoir les technologiques, les bancaires, les industriels, qui surperforment actuellement le S&P. Donc nous avions un consensus qui était positif avant ce trou d'air du début du mois de février. Eh bien ce consensus, même si effectivement il s'est réellement passé quelque chose, et si cette baisse que vous voyez ici est une première fracture qu'il faut prendre en compte, on a malgré tout un consensus qui reste positionné à l'achat parce que les opérateurs se souviennent que les fondamentaux macroéconomiques sont bons et que les résultats d'entreprise ont été bons et que par conséquent on garde cet appétit et ce biais acheteur. Alors on s'inscrit forcément dans ce scénario avec le risque d'avoir tort, parce qu'on voit bien que finalement nous sommes dans un marché où tout ce qui est fait pendant 48 heures peut être défait les 24 heures suivantes. Il faut rappeler que cette semaine nous avons la BCE et les chiffres de l'emploi aux États-Unis et en Europe. C'est donc des catalyseurs importants qui peuvent encore modifier les choses, raison pour laquelle, et c'est la conclusion, on prend des toutes petites positions dans ce marché très hésitant où on ne trade pas du tout. On sait très bien que les marchés ne vont pas partir, on peut tout à fait attendre que les choses se décante et d'avoir un directionnel plus net pour prendre position. Mais si vous avez vraiment envie d'ouvrir des positions, et je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment ouvrir des positions, alors on peut prendre une petite taille de position à l'achat sur le Nasdaq avec un stop, regardez, qui est vraiment très serré, puisque dans toute cette hausse, ce rebond, on a fait un 38% très propre dans le repli. On met notre stop en dessous, soit on a raison et ça file, on retourne sur la résistance, on fait un nouveau sommet et l'objectif c'est les 7200 points sur le Nasdaq, soit on a tort et on se fait couper tout de suite et on perd très peu d'argent. C'est comme ça maintenant qu'il va falloir envisager les choses. Ce sont des marchés extrêmement heurtés, encore une fois, où l'équilibre du rapport de force entre acheteurs et vendeurs est très fort. Il n'y a pas encore vraiment de camp qui domine, donc des petites positions, des stops très serrés et puis on tente notre chance. Donc c'est pas une situation très simple en fait. Non. Au niveau de... Non, c'est pas une situation très simple parce qu'il suffit que le marché de l'emploi aux États-Unis donne d'excellents chiffres vendredi, même si on sait qu'après il y a toujours des révisions d'un mois sur l'autre. Mais en tout cas, si il y avait des chiffres qui étaient très forts aux États-Unis vendredi, alors ça pourrait encore ranimer la crainte de voir 4 plutôt que 3 hausses des taux. Il suffirait que Mario Draghi, et ce n'est pas mon scénario, ne soit pas accommodant parce qu'avec ce qui se passe en Italie, j'imagine qu'il ne va pas jeter de l'huile sur le feu et que donc à cette réunion de la BCE, il va être assez accommodant pour tasser un petit peu les choses. Mais imaginons que ça ne se passe pas comme ça, on peut repartir très vite. En fait, on peut aller très vite à la baisse, Falco. On a l'impression qu'un rebond est en train de se mettre en place, mais ce qu'on a vu, c'est qu'on est dans un marché qui est indécis, et quand il est indécis, ça va très vite dans l'autre sens. Donc, je le répète, des toutes petites positions. Voilà. Des toutes petites positions, c'est pas le moment de mettre votre portefeuille en risque dans ce marché qui hésite. Quand les choses seront plus claires, on aura toujours des belles opportunités. Voilà, j'en ai terminé avec le marché américain. Je pense que c'était quand même nécessaire de faire une petite mise au point. Donc on paye le Nasdaq, un stop très serré sous ce 38%, donc sous 6668. Et c'est donc un turbo, en l'occurrence un turbo infini best call. Et le code, mon cher Falco, c'est le 11DJB. Merci beaucoup Laurent. Donc un turbo infini best call dans un marché indécis pour les gens qui sont indécis. Indécis. Bon, Gérard. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que ce sont des produits qui représentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Vous connaissez toute cette phrase, mais faites attention avant d'investir. Allez sur notre site d'internet, formez-vous avant d'investir dans nos produits. Donc, il y a des brochures, il y a des vidéos qui sont à votre disposition. Donc, je vous présente maintenant cette Turbo Infini Best Call 11DJB sur le Nasdaq 100 qui a un effet de levier ce matin de 14,79. Son prix d'exercice aussi, sa base activante, c'est à 6466,8899 et son prix de vente ce matin pour 3,72 € pour un Nasdaq 100 à 6898,44 points. Et on continue notre bilan de la semaine avec Gérard.
Et la zone euro et des statistiques, qu'est-ce qu'ils ont Oui, donné? comme le disait Laurent, et je m'appuie sur ses propos, nous ne sommes plus dans une période où les choses se lisent facilement. Hein. Ouais. Il y a plutôt une sorte d'imprécision. Et lorsqu'on regarde les statistiques macroéconomiques qui sont sorties ces derniers temps, alors c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein pour la zone euro, mais on va quand même simplement dire que les bonnes surprises macroéconomiques ne sont pas les plus nombreuses. Et donc, est-ce que nous sommes arrivés au sommet de la de la zone de croissance économique que nous connaissons? La question est posée, je ne répondrai pas aujourd'hui, mais en tous les cas, moi, je me pose vraiment la question de savoir si nous avons encore les moyens d'avoir une croissance économique supérieure à celle que nous avons connue l'année dernière en 2017, dans la mesure où le taux d'utilisation des capacités de production, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil de production, est à son niveau le plus extrême, et où beaucoup d'industriels, en particulier en France, mais pas seulement en France, commencent à ressentir de grandes difficultés, alors que nous sommes plutôt en début de phase de reprise, pour recruter. Et donc il y a un peu ce sentiment que peut-être que justement on aura du mal à avoir toujours cette croissance économique qui, en 2017, était légèrement au-dessus de la croissance potentielle. Alors, c'est pourquoi, me semble-t-il, avec les coups de butoir qui ont été cette semaine donnés par Trump, eh bien, les marchés ont douté et ont fortement reculé. On en a cité deux, le CAC 40 et le DAX 30. Même si la croissance économique demeure, elle sera peut-être un peu plus faible, c'est quand même, malgré tout, une bonne nouvelle. Mais les marchés en demandent toujours plus. Il faut pouvoir apporter donc toujours des munitions nouvelles, de l'eau au moulin, du blé, voilà, chez les uns et chez les autres. Et la difficulté, c'est que justement, on a eu de très belles réussites, de très beaux résultats au niveau des entreprises, on le verra juste après. Ça va être difficile d'en donner plus au marché. Et donc c'est pour ça que, me semble-t-il, aujourd'hui, il y a une sorte d'hésitation. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, moi, je crains qu'il soit légèrement moitié plein, hélas, pour cette année 2018. Et ça va être difficile de faire mieux qu'en 2017. Voilà, j'arrête là sur une interrogation, en tous les cas un doute affreux. Merci beaucoup Gérard. Donc la semaine dernière, Laurent, vous avez regardé le CAC 40. Les discours étaient il faudra peut-être avoir un pullback. Il est venu en fait dans la semaine. Oui, beaucoup plus profond que prévu. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que c'est simple ou Non, Falco. Ça change. Non. Alors ça reste compliqué. On le répète, hein, ouais. ça reste compliqué. En fait, c'est compliqué simplement, je le répète, simplement parce que il n'y a pas un camp entre les acheteurs et les vendeurs qui domine. Et donc, si vous voyez... était mal habitué depuis plusieurs années, on avait une tendance qui était relativement claire et lisible, avec parfois quelques incertitudes géopolitiques, mais pas vraiment d'incertitudes macroéconomiques. Oui, et ce contraste, il est d'autant plus fort que le deuxième semestre 2017, il était en plus caricatural d'une hausse basée sur des attentes extrêmes qui ne pouvaient au final qu'être déçues, et c'est ce qui s'est passé début février. Bon, cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vous montre un chart du CAC 40 en intraday. D'habitude, on regarde des bougies en quotidien, des bougies quotidiennes. Là, je vous montre un chart en 60 minutes pour que vous compreniez un petit peu le contexte. C'est une conso. C'est-à-dire qu'on a une zone de support entre 5110 et 5060 que j'ai caractérisé avec ce grand rectangle vert, et puis on a une zone de résistance à 5360, zone à partir de laquelle le marché a reflué. Et vous voyez que cette tendance intraday qui est baissière a été invalidée puisqu'on vient de faire un nouveau plus haut que le précédent, et un nouveau creux plus haut que le précédent creux, que nous avons ouvert ce matin un gap haussier et que nous sommes passés par ailleurs au-dessus de cette moyenne mobile. Ça veut dire que le rebond intraday, vous voyez que nous nous positionnons sur des horizons de temps microscopiques, le rebond intraday est en train de se confirmer, et donc on pourra avoir une petite phase d'appréciation supplémentaire sur le CAC. Alors jusqu'où va monter le CAC? Bien malin celui qui peut répondre à cette question. Falco rigole, mais j'aime bien cette phrase, bien malin. Ben oui, parce que
en fait, on voit bien que la zone de support a généré des achats, mais qu'on a tout de suite au-dessus des cours un premier obstacle. Et c'était une ouverture en gap baissier. Regardez, je zoome un petit peu, entre 5230 et 5260, et c'est un gros obstacle qu'il va falloir franchir. Alors, si on choisit une position pour accompagner ce rebond, bien, je suis malheureusement obligé de vous dire que le potentiel de hausse, il est très limité, puisqu'il va y avoir déjà une bataille entre 5230 et 5260, et que nous ne savons pas si les acheteurs vont être suffisamment motivés pour la remporter et hisser les cours plus haut. S'ils y arrivent, il y a un deuxième très gros niveau de résistance à 5290. Autrement dit, si vous voulez accompagner ce rebond, encore une fois, qui est technique et qui est intraday et qui se situe dans un contexte totalement neutre, vous devez être conscient que vous devrez surveiller votre position de manière extrêmement précautionneuse, parce que c'est de l'intraday et qu'on a un niveau de prise de profit déjà très très proche qui pourra peut-être bloquer l'ascension donc des cours. Donc on peut payer ce CAC 40, on peut prendre par exemple une moitié de position sur ce gap et puis voir si effectivement il y a suffisamment d'appétit pour aller sur la résistance suivante. En tout cas, vous l'avez compris, c'est erratique, heurté, c'est de la conso, c'est de l'intraday. Donc encore une fois, des petites positions parce que tout peut se retourner très très vite et ça serait pas très judicieux à mon sens de perdre de l'argent dans un marché qui par ailleurs n'est pas directionnel. Donc c'est vraiment beaucoup de réserves que j'aimais ce matin pour rentrer en position, mais on constate bien en intraday qu'il y a un rebond qui se met en place. Voilà. Un turbo call, Falco, forcément, puisqu'on a un gap haussier qui n'a pas été comblé et qu'on a ce rebond qui se confirme. Un turbo call, 17DXB, c'est son code. Juste, je répète, le target, c'est donc 5250. Et puis il ne faut pas combler ce gap haussier, encore une fois, où on est dans un contexte où soit on a raison, et on a raison tout de suite, soit le marché nous montre qu'il n'y a pas de consensus fort, et dans ce cas-là, on se fait stopper et on attend de meilleures opportunités. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur le CAC 40 un turbo call 17DXB qui a un effet de levier ce matin de 23,56, son échéance de 18 mai 2018 et son prix d'exercice aussi ça va être désactivant à 5000 points. Tout ça pour un prix de vente de 1,74 € pour le CAC 40 à 5195,02 et on retourne avec Gérard et les bonnes élèves dans le bilan de la semaine. Et oui, après finalement des propositions prudentes de Laurent, parce qu'on peut être un peu gagne petit aujourd'hui, compte tenu qu'il n'y a pas de direction sur les marchés. Revenons sur ce qu'on a connu l'année dernière avec des grands gagnants et les bons élèves qui se sont fait remettre donc toute une série de prix, que ce soit PSA, Renault, Essilor, Safran. On a eu des résultats historiques. On reviendra tout à l'heure sur Peugeot. Essilor a eu la chance finalement, après une longue négociation avec les autorités de la concurrence, de voir accepter la fusion qu'il avait proposée à Luxottica. Et puis on a eu de moins bons élèves, bien entendu cela se remarque d'autant plus dans la classe quand la classe a globalement réussi son année, ce qui était le cas l'année 2017 où une très grande majorité de sociétés cotées ont annoncé des résultats supérieurs à ceux de l'année précédente et parfois supérieurs aux estimations, aux attentes des marchés. Bon, Carrefour, on reviendra bien entendu sur le sujet. Vivendi, il y a toujours un problème de stratégie en Italie et puis des difficultés encore aujourd'hui dans les histoires de renégociation ou pas pour diffuser les chaînes de certains comme TF1. On y reviendra très certainement. Et puis il y a Publicis qui figure cette semaine dans les moins bons élèves, ce qui est un peu surprenant. Je crois que Publicis ne doit pas grand-chose à son parcours. Publicis est revenu en 2017 en positif alors que les résultats 2016 étaient négatifs. Mais je crois tout simplement qu'il doit cette mauvaise fortune, passagère je l'espère, aux annonces d'un de ses concurrents
concurrent direct WPP, qui est un concurrent anglais qui a annoncé que le marché de la publicité était extrêmement difficile en ce moment au niveau mondial, qu'il voyait arriver de nouveaux acteurs avec lesquels il fallait partager les budgets publicitaires, et donc le cours de l'ensemble du secteur en a souffert, Publicis également. Voilà pourquoi on le trouve dans la liste des mauvais élèves. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément désespérer de Publicis. Merci beaucoup Gérard, donc on va regarder avec Laurent tout de suite Publicis en fait. Eh bien oui. On a fait ça déjà il y a quelques semaines. Mais exactement, Falco. On revient sur Publicis alors. Souvenez-vous, il y a 15 jours sur ce plateau avec ces mêmes acteurs, Gérard et Falco, que proposions-nous de vendre Publicis, hein. On disait que l'actif, voilà, l'actif était dans un trading range, et dans les trading range, nous sommes contrariants sur les bornes, nous vendons les résistances, nous achetons les supports, c'est la stratégie que je vous ai proposée il y a quelques minutes sur le CAC. Et donc, il y a 15 jours, je vous disais, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de vendre Publicis sur cette résistance. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise la polarité, c'est-à-dire cette zone de résistance intermédiaire qui devient potentiellement support à 58,60. Eh bien, le marché a suivi notre scénario et on voit que les prix ont reflué vers cette zone. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés, et j'espère et je sais qu'il y en a. Vous avez donc des puts sur Publicis, sur notre conseil, vous ne les débouclez pas tout de suite. Hein. Non, parce qu'on a encore une bougie rouge ce matin, alors vous allez déboucler votre position short à l'apparition de la première bougie verte, parce que cette bougie verte qui va valider donc le support, eh bien, va montrer qu'on a des débouclages donc de vendeurs et qu'on va avoir des swing traders qui vont payer le support. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on est à 58,62 et qu'on a une zone de support qui peut aller jusqu'à 57,92. Il y a encore quelques centimes à prendre sur Publicis, mais vous savez très bien que sur les turbos et les varans, quelques centimes, ça peut être plusieurs dizaines de points de performance. Donc on va continuer de suivre Publicis à la baisse, en sachant qu'on a une moyenne mobile ici qui vient en support dynamique et que sur 58 €, ça serait finalement le prix idéal pour inverser la position. Vous vendez votre put et qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un call et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'ascenseur dans l'autre sens. On a descendu et ben maintenant on va remonter. Qu'est-ce qu'on vise? 62,36, 63 €. Et là, je vous laisserai juge de déboucler ou de suivre le courant acheteur, puisque vous le voyez, on est quand même à court terme dans un courant qui est positif. Voilà, donc on est acheteur de Publicis à l'apparition, hein, c'est un ordre conditionnel, c'est-à-dire qu'on attend l'apparition d'une bougie verte. En revanche, si on casse ce niveau à 58 et qu'on va sous 57, alors on n'est plus du tout acheteur sur le titre, ça veut dire qu'on va réintégrer ce range précédent et qu'il faudra voir un autre scénario. Donc, acheteur de Publicis, si et seulement si on voit des acheteurs qui se présentent sur ce niveau de support. C'est une zone d'arbitrage qui devrait par conséquent générer une petite bataille et une reprise du contrôle des échanges par les acheteurs. J'en ai terminé, mon cher Falco. C'est un varan call, vous l'avez tous compris. Son code, c'est le 80BZB. Merci beaucoup Laurent. Donc Publicis Group, un varan call avec le code numérique 80BZB qui a un effet de levier ce matin de 9,38. Son échéance de 15 juin 2018 et ça a un prix d'exercice 63 €. Tout ça pour un prix de vente de 38 centimes avec Publicis à 58,76. Et on va tout de suite à notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Gérard, quels sont les tops cette semaine en fait? Dans une semaine un peu compliquée, il y a quand même heureusement quelques tops, dont dans le monde très difficile des satellites SES qui a annoncé à la fois des résultats assez mauvais et puis qui passait ses comptes à la paille de fer et donc qui diminuait entre autres son dividende. Donc le marché a plutôt apprécié en tous les cas dans les jours qui ont précédé notre émission. Le groupe Eurotunnel, lui, a découvert qu'il avait un nouvel actionnaire important qui s'appelle Atlantia,
Eurottica, qui est en fait un groupe qui prend des participations dans les infrastructures, donc le groupe Eurotunnel en est une, et qui appartient à la famille Benetton. Donc on a un nouvel actionnaire de référence dans un groupe qui développe toute une série d'infrastructures, y compris à travers la livraison et donc la mise en place de capacités de transport de l'électricité de la France en direction de l'Angleterre. Donc une nouvelle activité pour le groupe Eurotunnel qui va bientôt se falloir appeler Getlink. Vallourec, lui, a plutôt profité des menaces trumpiennes, puisque Vallourec, lui, a des usines qui fabriquent donc une série de ses produits, ses tuyaux aux États-Unis, et que ses grands concurrents sont les concurrents chinois qui proposent au marché américain des produits bas de gamme. Et donc si le marché en tous les cas a raisonné ainsi, si les produits bas de gamme chinois sont taxés, eh bien le prix risque de se rapprocher, et donc quand les prix sont proches entre le bas de gamme et le haut de gamme, on n'hésite pas, on achète le haut de gamme. Peugeot, on y reviendra tout à l'heure, bat des records un peu partout, c'est une année historique pour lui. Téléperformance, ce groupe donc est un groupe qui est confronté à une concurrence internationale mais qui s'adapte assez bien et qui répond assez bien et qui se développe de manière assez efficace, et donc le marché a apprécié les bons résultats. Et Silor, on a évoqué déjà donc l'autorisation donnée par la commission de la concurrence américaine, la commission de la concurrence européenne, donc cette fusion avec Luxottica qui va faire d'eux un groupe intégré, extrêmement efficace, sans qu'il y ait de position dominante. Tarkett, lui, a un peu progressé sur des résultats tout à fait corrects, mais nous annonce tout le temps souffrir en ce moment de la hausse du prix des matières premières. C'est pas le premier, souvenez-vous, BIC l'avait déjà annoncé, et des problèmes de change. On reviendra, je pense, beaucoup sur les problèmes de change et les problèmes du prix de matières premières au niveau de tous ces groupes qui n'ont pas le pricing power, la capacité immédiatement de répercuter sur le prix de vente de leurs produits ou de leurs services les hausses de tarifs liées par exemple au prix des matières premières. Voilà pour les tops de la semaine. Alors les flops sont lesquels? Ils sont plus nombreux et plus spectaculaires. Il y a Technicolor qui vient d'annoncer, le marché n'a pas bien compris ce qui se passait, qu'il avait vendu donc la capacité de vendre des licences sur ses brevets à un opérateur au niveau des brevets. Technicolor nous explique qu'il a du mal à monétiser ses licences sur ses brevets et qu'à travers cet opérateur, eh bien, il sera plus efficace parce que l'opérateur est spécialisé dans la vente de licences dans des secteurs très différents et pas seulement dans les secteurs traditionnels de Technicolor. Donc le marché a été déçu parce que finalement, bien, il y a un actif qui part avec des rentrées de cash qui lui semblent insuffisantes. Biomérieux a annoncé des perspectives 2018 un peu en demi-teinte. Le marché ne l'a pas raté. C'est, je crois, la caractéristique d'un marché qui est devenu cher, c'est de ne rien pardonner et donc d'être extrêmement, de sanctionner extrêmement fort. ALD, c'est donc la location de voitures au long cours par cette filiale de Société Générale qui gère un peu plus de 1 440 000 véhicules de flotte de société et qui va devoir faire face aux problèmes de changement en termes de réglementation, en termes de pollution, passer à autre chose que voilà, les moteurs que nous connaissons aujourd'hui qui sont extrêmement polluants. Donc quelques difficultés, le diesel, émetteur de fines particules, est particulièrement visé. Donc quelques difficultés pour ce genre d'opérateur. Carrefour, on y reviendra, c'est vraiment, là encore, le nouveau dirigeant passe les comptes à la paille de fer et nous a annoncé des résultats qui étaient très mauvais, mais on y reviendra. Lafarge Holcim a lui aussi quelques difficultés au niveau international et il annonce 3 milliards de francs suisses de pertes. Il a dû passer les provisions sur toute une série de ses participations, entre autres en Égypte et dans d'autres pays. Et donc là encore, le changement de direction générale fait en sorte que on nettoie et on vide tous les placards et on trouve quelques cadavres dans les placards. Forestia, eh bien, on peut considérer là que la valeur a énormément progressé l'année dernière. Je crois que le cours a doublé l'année dernière. Et on peut imaginer qu'effectivement aujourd'hui, ça va être un peu difficile de délivrer encore de la performance. Il y a des sortes de prises de bénéfices un peu importantes. Et quant à Technip FMC, eh bien, je pense qu'il est lui aussi victime de la hausse et la baisse du prix du baril de pétrole. Et la semaine dernière, le prix du baril était plutôt orienté à la baisse. Mais il bénéficie de la part de certains analystes
de conseils plutôt de revenir sur la valeur, sur un certain nombre de ces métiers. Technip FMC est en train d'enregistrer de nouvelles commandes, de nouveaux contrats. On peut peut-être avoir une année bien meilleure sur Technip FMC cette année 2018. On l'espère en tous les cas pour une valeur qui a beaucoup souffert depuis la fusion. Merci beaucoup Gérard. Donc Technip FMC avec Laurent. Oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est le titre que j'ai retenu cette semaine, Falco. Parce qu'on reste dans cette dynamique de trading range. On continue de payer les supports et de vendre les résistances. Et c'est ce qui se passe sur Technip. Regardez, c'est assez facile à comprendre. Le titre est revenu sur une zone de support importante à 22,90 €, zone qui avait été validée il y a quelques mois déjà et qui avait généré un rebond. On remarque que le prix s'était arrêté dans la baisse précédente légèrement au-dessus de cette zone, qu'il était allé chercher la résistance, qu'à 25,26 les vendeurs étaient repassés à la manœuvre et que le titre est donc retourné sur 22,90. Ce retour, eh bien, il se fait avec une petite divergence haussière sur le RSI qui me plaît bien. Et on voit donc avec la bougie verte d'hier qu'il y a des acheteurs sur Technip et qui accompagnent d'ailleurs la hausse des prix du pétrole depuis maintenant 72 heures. On a eu une hausse du Brent de 2% hier et on a visiblement des opérateurs pétroliers donc, qui profitent de cette réappréciation des cours du baril. Donc, Technip à l'achat, le stop il est vraiment très proche, c'est-à-dire que vous le voyez, on a fait cette 5e bougie de baisse et on est allé marteler ce support à 22,90. Le stop il est en dessous, c'est-à-dire que vraiment soit ça rebondit tout de suite, soit c'est la tendance baissière qui est actuellement à l'œuvre, qui continuera de se déployer. Donc on est contrarien sur le support, c'est logique. En revanche, on vend la résistance, on n'est pas dans du trend following, c'est-à-dire que si on arrive sur cette borne à 25,25, 25,50, on déboucle la position longue parce qu'on est encore en présence d'un actif qui est confiné dans un espace réduit entre 23 et 25,50, 2,5 €, c'est pas grand-chose, mais en tout cas voilà, c'est ce que le marché nous donne et c'est la configuration qui me paraît la plus appropriée ce matin. Donc acheteur sur la valeur avec un var en call Falco et son code c'est 33AAB. Merci beaucoup. Donc c'est un var en call sur Technip FMC 33AAB ce matin avec un effet de levier de 8. Son échéance de 15 juin 2018. Son prix d'exercice 26 €. Tout ça pour 19 centimes avec Technip FMC à 24,18. Et on va passer maintenant à cette heureuse annonce de l'investisseur le gagnant de notre jeu investisseur de la semaine. Vous savez très bien que chaque mardi vous pouvez choisir un produit duquel vous pensez que ça va faire le meilleure performance pour la semaine. Et lundi soir, nous, on regarde, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est votre produit qui a gagné? Et cette semaine, qui a gagné? C'est une énorme performance en fait, qui a été faite et je laisse Laurent l'honneur de l'annoncer. Oui, c'est un honneur parce que quand l'un d'entre vous propose des trades à 417% de performance, c'est toujours un honneur d'en parler et de regarder comment vous avez fait. Alors, groupe Eurotunnel, c'est encore une stratégie de range, contrarien sur les bornes. Donc, c'est Damien qui habite Paris, qui a tenté sa chance et qui a payé ce support à 11,34 €, support qui était par ailleurs renforcé par une moyenne mobile à 200 périodes qui représente un petit peu la ligne de partage des eaux de moyen long terme entre un marché haussier et baissier. On voit que la valeur a latéralisé pendant plusieurs mois jusqu'à que les cours finalement rejoignent cette moyenne mobile à 200 périodes. Et bien là, Damien, il a acheté un call et il a eu bien raison puisque derrière, il ne pouvait pas le prévoir. Mais la chance sourit aux courageux. Il a payé le support. C'est toujours intéressant parce que le stop est très proche. Donc si vous avez tort, vous perdez peu d'argent. Par contre, si vous avez raison, c'est le jackpot. Et là, en l'occurrence, c'est 400% de perf avec une monstrueuse bougie verte qui pulvérise la résistance du trading range à 12 €. Et vous le voyez, donc une très belle position, très belle exécution, très bonne idée. Bravo Damien, chapeau bas. Merci beaucoup Laurent. Donc félicitations, cette jolie mug tasse 100% marché est en train de partir vers Paris. Bon, elle ne va pas aller très loin avec la poste aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus.
Alors Gérard, on va passer dans le focus tout de suite sur Peugeot. Oui, ça roule bien, non? Carrefour, on en a beaucoup parlé, donc on va féliciter Carlos Tavares pour ses excellents résultats et champion du chiffre d'affaires, du nombre de véhicules vendus, de la rentabilité, malgré les difficultés et les pertes moins importantes que craintes au niveau de la nouvelle filiale Opel. Donc effectivement, le marché y croit et croit que effectivement le Phénix est rené de ses cendres une nouvelle fois, et donc bravo pour le groupe Peugeot qui effectivement est un groupe qui va bientôt se poser comme un véritable concurrent de Renault, si ce n'est déjà le cas dans le cœur des investisseurs. Merci beaucoup Gérard. Donc est-ce que c'est le cas du point de vue c'est déjà le cas dans le cœur de Laurent. Absolument. C'est un titre Peugeot qui à court terme est recherché. Alors regardez, sur un horizon de temps supérieur à moyen terme, on voit que le titre est dans une tendance plate. Trading range avec une borne haute à 21 €, une borne basse entre 16 et 17 €. En tout cas depuis le début de l'année, on a un titre qui surperforme nettement le marché puisqu'il est dans une tendance haussière et qu'il est donc sur ses plus hauts de 2018, ouverture en gap haussier il y a quelques jours, autrement dit une tendance qui est confirmée avec une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles qui est sous les prix. Là encore, on accompagne le mouvement sur Peugeot. Premier objectif, c'est cette résistance à 20,04 €, mais je pense sincèrement que ça va aller plus haut et l'objectif minimum pour moi, il est à 20,50 €. Le stop, il est très proche, il se place sous la borne basse du gap haussier. Si ce gap est effectivement un breakaway gap et qu'il annonce le renouveau d'un appétit acheteur, il ne doit en aucun cas être revisité, raison pour laquelle le stop se place sous la borne basse du gap haussier et on y va, on accompagne Peugeot à la hausse et pour ce faire, on a choisi un turbo infini Best Call et son code c'est le 97, D comme Daniel, X, B comme Bernard. Merci beaucoup Laurent. Donc ce Peugeot Infini Best Call 97 DXB qui a ce matin un effet de levier de 11,48, son prix d'exercice aussi sa barre désactivante 18,48 et son prix de vente ce matin 17 centimes pour Peugeot à 19,52,8 et on passe tout de suite avec Gérard dans un focus avec des risques politiques en Europe. Ce sont lesquels? Oui, l'Italie qui pleure et l'Allemagne qui sourit. L'Italie qui pleure parce que les élections législatives n'ont pas permis de dégager une majorité, en tous les cas une majorité qui plairait aux yeux des marchés financiers, en tous les cas. On a pu lire dans ces dernières élections que l'idée de l'Europe était quelque peu combattue, en tous les cas un peu rejetée au niveau de l'Italie. Donc l'Europe devra se poser quelques questions sur ce qui se passe au niveau de l'Italie. Quant à l'Allemagne, on a fini par mettre en place cette grosse coalition, puisque les Jusos, qui est le monde jeunesse du Parti socialiste allemand, n'ont pas réussi à s'y opposer, même si le rapport de force était quand même relativement intéressant, 60% pour, 40% contre. On a là quand même un parti SPD qui est assez partagé. Mais en tous les cas, on a une grande coalition et on va pouvoir peut-être avancer sur l'idée de l'Europe dont l'Italie a bien besoin de voir arriver quelques fruits délectables. Merci beaucoup Gérard pour cette focus. On va tout de suite passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Donc Gérard, à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans le monde? Riche semaine avec de nombreuses réunions de banques centrales, en particulier la Banque du Canada qui pourrait être une des premières à relever ses taux d'intérêt en ce début d'année. Elle est quand même très réactive, la Banque du Canada. Elle a souvent ses pieds dans les pieds de la Fédérale Réserve. La BCE, on va attendre en quelque sorte à la fois les déclarations de Mario Draghi, mais aussi le compte-rendu des minutes de débats qui auront agité notre institution, notre banque centrale. On verra où en est le rapport de force entre ceux qui veulent arrêter très vite le quantitative easing et ceux qui veulent le prolonger. Attendons donc ces éléments pour juger des statistiques importantes, à la fois sur le taux de chômage aux États-Unis, mais on en a l'habitude, de l'ISM des services, qui est généralement un indicateur plutôt fiable et avancé du niveau de création d'emplois, qui est plutôt favorable aujourd'hui.
Et puis la production en zone euro, donc on verra où on est. Et réellement, l'activité économique au niveau de la production industrielle, est-ce que le secteur manufacturier, qui est un secteur extrêmement cyclique, commence à ralentir un peu, prolongeant les questions qu'on peut avoir sur la conjoncture économique en zone euro. Et puis pour les élections, bon, on les a évoquées avec une Italie qui pour le moment est ingouvernable et en tous les cas indéchiffrable aux yeux des marchés financiers. Merci beaucoup Gérard pour cette à ne pas manquer. Donc on est déjà malheureusement à la fin de notre émission en fait. Il me reste juste à vous donner les prochains rendez-vous et c'est le jeudi soir à 18 h comme d'habitude, le 8 mars, le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi. On va se retrouver à 18 h avec plein de participants, avec plein de bonnes questions. Donc je vous invite de nous envoyer les questions par email en avance. Et mardi prochain, évidemment, le 13 mars à midi, la prochaine émission 100% marché. Donc merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Falco, merci à tous. C'était un grand plaisir et également Laurent pour toutes tes analyses aujourd'hui très prudentes parce qu'on répète, il n'y avait pas de vrai trend dans le marché. Donc seulement de petites positions. Prudence. Un marché de gagne au petit. Voilà, bon. Dernier mot à Gérard, ça alors. Enfin, ça n'a pas empêché l'un des investisseurs de gagner 400%. C'est là qu'on voit que les élèves dépassent le maître. Absolument. Ça sera le mot de la fin. Excellent. Merci beaucoup. À la semaine prochaine et à jeudi soir. C'était un plaisir. À bientôt.